Transmettre un bien à ses proches en Israël, on pourrait penser que c'est un simple cadeau, n'est-ce pas? Eh bien en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Une mauvaise approche peut coûter une fortune. Voyons ensemble comment une stratégie bien pensée peut vraiment tout changer. C'est la grande question. Comment aider sa famille, lui transmettre un patrimoine sans que l'administration fiscale ne prenne une part démesurée du gâteau? En bref, comment faire pour que cette transmission en Israël soit la plus intelligente possible? Alors voilà le concept numéro 1, celui qu'il faut absolument intégrer car il est fondamental. En Israël, donner un bien immobilier, ce n'est pas vu comme un simple cadeau. Non. Aux yeux du fisc, c'est une vente. Et rien que ça change absolument toute la donne. On commence donc avec cette première partie. Une transmission est une vente. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la fiscalité successorale en Israël. Et les conséquences de ce principe sont assez logiques, finalement. Si c'est une vente, eh bien, il y a un vendeur, la personne qui donne, et un acheteur, celle qui reçoit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parties peuvent potentiellement être soumises à l'impôt. On comprend tout de suite que l'improvisation, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Passons à la deuxième partie, les règles spécifiques à l'immobilier en Israël. On va regarder concrètement quelles sont les taxes en jeu et surtout les exonérations possibles. Le premier impôt, il concerne le vendeur, donc la personne qui donne. C'est le fameux impôt sur les plus-values. Il est calculé sur le gain réalisé, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur du bien entre le moment de l'achat et le moment de la transmission. Le second impôt, c'est l'impôt à l'acquisition. Et celui-là, il est payé par la personne qui reçoit le bien, l'acheteur. Il est basé sur la valeur de l'actif au moment où il est transmis. Donc, pour être clair, les deux parties peuvent devoir passer à la caisse. Heureusement, la loi a prévu des portes de sortie. Le système fiscal israélien, en fait, il encourage les transmissions au sein du cercle familial très proche grâce à des exonérations et des réductions d'impôts vraiment significatives. Et c'est précisément là que la stratégie entre en jeu. Et voilà l'un des avantages majeurs. Pour les dons à certains proches, l'impôt à l'acquisition est réduit à seulement 1/3 de son montant normal. C'est une économie qui peut être absolument considérable. Mais attention, c'est là qu'il y a un vrai piège fiscal. Le mot « proche » n'a pas exactement la même définition pour les deux impôts. C'est un détail, mais il est crucial. On peut donc être totalement exonéré de l'impôt sur les plus-values et penser que tout est réglé. Sauf que non. On peut se retrouver à devoir payer quand même une partie de l'impôt à l'acquisition. C'est le genre d'erreur qui peut coûter des dizaines de milliers de shekels. On en arrive à la troisième partie, et c'est le cœur de la réflexion. Faut-il donner maintenant ou attendre pour que ce soit un héritage? C'est la décision stratégique centrale. Alors, comparons les deux options. Si on donne de son vivant, ça déclenche un impôt à l'acquisition tout de suite, même s'il est réduit. L'héritage, lui, non. Mais le point le plus important, c'est l'impôt futur pour la personne qui reçoit. Dans le cas d'un héritage, sa base de calcul pour une future vente est la valeur du bien au moment du décès. Ça gomme en quelque sorte toute la plus-value qui a été accumulée. Alors que si on reçoit le bien en don, on hérite aussi du prix d'achat initial et donc d'un impôt futur qui peut être bien plus lourd. Et il y a un autre point très important. Il existe une exonération spéciale pour l'héritage d'une résidence principale. Si le défunt ne possédait que ce logement, l'héritier peut être exonéré de plus-value quand il le revendra. C'est un avantage fiscal énorme qui, souvent, fait pencher la balance en faveur de l'héritage pour ce bien précis. La source le résume parfaitement ici. La meilleure approche n'est souvent pas l'une ou l'autre, mais une approche hybride. Ce n'est pas donner ou léguer, c'est donner et léguer. Donner certains biens de son vivant, en laisser d'autres en héritage. C'est ce savant mélange qui permet de minimiser l'impact fiscal global pour la famille. Quatrième partie. On va maintenant au-delà de la simple résidence familiale. Parce qu'une bonne planification, ça doit prendre en compte la totalité du patrimoine. Il y a tellement d'autres choses à penser. Les biens à l'étranger, par exemple, où on risque une double imposition. Les biens locatifs, car en transmettant le bien, on transmet aussi les revenus, et donc les impôts qui vont avec. Et surtout, attention aux actifs commerciaux ou détenus via une société. Là, les règles fiscales sont beaucoup plus complexes et les taxes bien plus élevées. Et c'est là qu'on découvre un outil de planification assez fascinant. Pour les biens qui sont situés à l'étranger, la définition légale de « proche » est plus large, plus souple que pour les biens en Israël. Ça donne donc plus de marge de manœuvre et ça peut être utilisé de manière très stratégique pour équilibrer la transmission du patrimoine. Allez, cinquième et dernière partie, maximiser l'héritage familial. Parce que, au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le but du jeu, ce n'est pas juste de transférer des actifs d'une personne à une autre. Non. L'objectif, c'est de maximiser la valeur nette finale, c'est-à-dire ce qui arrive réellement dans la poche des héritiers une fois que toutes les taxes ont été payées. C'est le seul chiffre qui compte vraiment.
Alors, la feuille de route pour une planification réussie, elle est assez claire. D'abord, il faut faire un inventaire précis de tous les biens. Ensuite, il faut analyser la situation de chaque héritier car elle est unique. Puis, il faut combiner intelligemment les stratégies de don et d'héritage. Et surtout, la règle d'or, anticiper, commencer le plus tôt possible, c'est vraiment ça, la clé du succès. On termine avec cette question. Au-delà des chiffres, au-delà des lois, la planification successorale, c'est une réflexion profonde sur ce qu'on souhaite vraiment laisser derrière soi. Et une bonne stratégie, c'est ce qui permet de s'assurer que cet héritage sera une véritable aide et pas un fardeau fiscal. Merci de nous avoir suivis.